Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la suite de cette émission qui s'articule aujourd'hui autour du thème éducation et santé publique. 3 représentants de candidats sur ce plateau. Le professeur Jacques Famé-Dongo qui représente le candidat Paul Biya, Monsieur Paul Didier Macron qui représente le candidat Cabral Libye, Monsieur Paul Ombiono qui est chargé de communication du SNAEF, qui est syndicat national autonome de l'éducation et de la formation, et puis Monsieur René Bonono Bakuta qui représente le candidat Serge Espoir Matomba. On a défriché un peu le terrain tout à l'heure en première partie d'émission. Je vais me retourner encore vers Monsieur Ombiono pour dire, vous qui êtes... qui suivez comment les choses évoluent aujourd'hui dans ce secteur-là, quelles sont vos attentes aujourd'hui? Quand on sait qu'on va élire un nouveau président, on sait qu'on a des doléances à apporter au nouveau président, celui qui sera élu, si vous l'avez en face de lui, qu'est-ce que vous lui demanderez? On lui demandera de changer la vision de l'éducation, la vision de l'école, parce que notre système éducatif actuel est un système technocratique. Nous proposons, dans le cadre de notre syndicat, une vision humaniste de l'école. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'école qui principalement différencie l'homme de l'animal. Et il ne s'agit pas d'aller tout de suite au savoir-faire tel qu'on a tendance à le faire aujourd'hui, parce que je lisais le texte de Madame le ministre de l'Éducation de base qui disait que tout le monde ne pouvant pas accéder à l'enseignement secondaire, il faudrait que dès l'école primaire, que l'enfant soit capable de faire quelque chose. Ce serait une manière de former des sous-hommes. Donc je dis, l'école humaniste promeut d'abord les savoirs théoriques, c'est-à-dire les savoirs savants, ensuite, les savoir-être et les savoir-vivre. Et en tout dernier lieu, les savoir-faire. On ne peut pas inverser le processus de telle manière que ce soit les savoirs. C'est pas le cas aujourd'hui, c'est les savoir-faire qui sont, vous entendez parler de professionnalisation, c'est les savoir-faire qui sont mis en avant. Cela fait donc que on a l'impression que les hommes ne sont pas suffisamment formés, ils ne sont pas suffisamment formés. Déjà, la loi de l'orientation de 98 posait ce problème. Elle voulait que l'éducation fondamentale aille jusqu'au moins la classe de 5e. Jusqu'au moins la classe de 5e. Je parle de la loi d'orientation. Le programme de formation, c'est cela? Je ne dis même pas qu'il faut le revoir. Nous disons aux syndicats qu'il faut refonder le système éducatif. Parce que ce que nous vivons actuellement, c'est une incursion, c'est une privatisation dans l'éducation. C'est-à-dire que c'est l'économie marchande qui nous impose des programmes. Parce que quand on parle de cette professionnalisation, c'est comme si on avait besoin des maçons, des menuisiers dès l'école primaire. Et on rentre en contradiction avec deux choses. L'OIT n'admet pas qu'on travaille avant l'âge de 14 ans. Et maintenant, aucun maçon, je dis bien aucun maçon n'a conçu le monde. C'est les ingénieurs qui développent le monde. Donc nous avons besoin que chacun atteigne un niveau fondamental de l'éducation qui lui permet, parce que c'est l'éducation qui permet de lire le monde. C'est l'éducation qui... Vous allez voir, oui. Quand vous vous retrouvez dans les grands pays, ceux qui gouvernent sont ceux qui ont une vision globale du monde et non une vision étriquée. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes contre une éducation technocratique. Sans doute, tous les candidats ont déjà élaboré leur projet de société, oui. Ne serait-ce que sur le domaine éducation. Comme on a quelques représentants ici, on va leur demander de nous exposer en quelques minutes ce qu'ils ont prévu faire et vous nous direz, est-ce que vous vous retrouvez dans cette approche que vous prenez? C'est vrai que vous ne m'avez pas laissé aller jusqu'au bout, mais malheureusement. Monsieur Bakota. Alors, quand je suis Monsieur Ombiono, je suis tellement content parce que effectivement nous insistons sur un aspect en première chose, parce que je l'ai dit, le PURS fait de l'éducation le fondement de tout projet de développement. Parce qu'il faut que le système ou la politique d'éducation porte et alimente les autres systèmes de la société. Nous insistons sur la refondation du profil de Camerounais. Un profil effectivement qui dispose des savoirs et qui dispose des humanités.
Parce que vous observez, par exemple, il y a des Camerounais qui se comportent d'une certaine façon. Ils ont même été émasculés, si vous voulez, pour ce qui est de l'empathie. Parce que ces personnes-là ne disposent pas de cette humanité. La deuxième chose dont nous insistons, c'est sur le financement de l'éducation. Parce que, quelle que soit l'ambition que vous pouvez avoir sur la refondation de la politique d'éducation, il vous faut un financement. Nous disons qu'aux 664 milliards que nous avons aujourd'hui, nous augmentons 1200 milliards par an. Comment est-ce que nous le faisons? Nous avons pris un exemple d'un pays comme l'Inde, pour lequel on taxe pour le financement de l'éducation. Tous les produits agroalimentaires et manufacturés ont une taxation qui permet de financer l'éducation. Et n'oubliez pas de nous donner votre approche, comment renverser cet état de lieu dont vous parlez. C'est justement ce que je suis en train de dire. J'ai parlé de la définition du nouveau profil de Camerounais à former, parce que c'est ça la finalité. Je vous parle maintenant du financement sur la façon dont toute l'ambition que nous portons pour la refondation de la politique d'éducation va porter. Je l'ai dit. Alors, nous sommes partis sur un calcul simple, M. Babila. Nous avons évalué au fait que les Camerounais consomment pratiquement 4 milliards de produits par an. Nous faisons une taxation de 200 francs en moyenne. Ça fait 800 milliards en une année. Et nous avons des produits, des ressources naturelles dans notre pays. Et nous avons évalué à 1 milliard l'unité, le nombre de produits. 300 francs en moyenne chaque produit, ça fait 300 milliards. Et la responsabilité sociale des entreprises, qui est un engagement qui doit prendre 100 milliards par an, ça fait 1200 milliards. À côté de cette politique, il y a des problèmes sérieux de gouvernance qui sont liés au fait que la majorité des cadres éducatifs, des personnes qui occupent des fonctions d'éducation, ne sont pas préparées à ces fonctions. Vous prenez un niveau d'enseignement comme celui de l'enseignement secondaire et même du primaire. On ne forme aucun proviseur dans une école normale. C'est-à-dire que la formation initiale des enseignants, c'est la formation initiale. Il n'y a pas d'école des cadres éducatifs. Les inspecteurs de pédagogie dont M. Ombiono parlait tout à l'heure, ils ne sont formés nulle part. Mais pourtant, c'est eux qui participent à l'élaboration même des contenus, des programmes d'enseignement. Donc les questions, effectivement, ça n'est pas. Il faut donc créer une école des cadres ou, si vous voulez, des personnes qui accèdent aux fonctions d'éducation. La quatrième chose qui est la plus importante, c'est la question des enseignants. Nous parlions tout à l'heure des salaires. À l'état actuel, le problème des enseignants, ce n'est pas tant forcément d'augmenter les salaires. C'est d'abord que l'État tienne ses engagements. Lorsque vous êtes un enseignant, vous attendez des avancements. Vous avez 3, 4, 5 avancements et vous ne voyez pas les états, si vous voulez, l'effet financier dans votre salaire. Ça pose un souci. Vous attendez un rappel. Peut-être que l'État a des contingences que vous ne maîtrisez peut-être pas. Ah non, nous avons évoqué tout à l'heure la façon dont nous allons financer l'éducation, parce que toutes ces façons-là vont permettre de répondre justement à cette réalité-là. Et lorsque nous parlerons de la question de la lutte contre la corruption, effectivement, parce que l'éducation aujourd'hui est gangrénée par les questions de corruption. Donc la corruption s'invite aussi dans l'éducation. Je rappelle au ministre de l'Enseignement supérieur que ce que nous sommes en train de dire, nous n'inventons pas. S'il a bien participé à l'élaboration du rapport d'étape sur la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation, dont la validation s'est tenue au Mont-Fébé au mois de juin. C'est eux qui nous donnent ces informations. Je rappelle d'abord que depuis 2013, son ministère n'a produit aucune statistique sur l'enseignement supérieur. C'est des faits, on ne les invente pas. Le ministre va vous répondre tout à l'heure, mais avant, je vais donner la parole à M. Macron. Votre approche par rapport je voudrais insister sur les réformes de notre candidat Cabral Libye. Je vais commencer par pallier le primaire, le secondaire et après le supérieur. Je commence par le primaire. Nous proposons un trilinguisme au primaire, c'est-à-dire la langue locale de la commune, le français et l'anglais. Il faudrait que dès la maternelle, les enfants soient imprégnés à ces 3 langues-là. Vous avez eu le temps d'expérimenter cela ou bien que de voir quelque part où ça déjà, le bilinguisme est expérimenté, c'est-à-dire le français et l'anglais dans de nombreuses écoles aujourd'hui. Bien, maintenant, il faut simplement ajouter une 3e langue, la langue locale de la commune, pour promouvoir les langues locales et sortir, n'est-ce pas, de l'antagonisme français-anglais. Tout le monde sait que les enfants peuvent apprendre cette langue. Donc, si nous sommes à Yaoundé, que c'est le Wondo qui est parlé ici, les enfants commenceront à s'imprégner de l'Ewondo dès l'école maternelle. Et en plus de cela, ils vont être éduqués en français et en anglais. Ça, c'est le premier palier. J'aimerais insister pour dire que dans ce trilinguisme, où en mettant de côté la langue maternelle déjà, c'est-à-dire nos langues locales, les 2 langues, français et anglais, vont être des langues d'enseignement et pas seulement des langues enseignées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants vont recevoir des enseignements pendant les 7 heures de cours qu'ils ont en une journée, pour une moitié en français et pour l'autre moitié en anglais. Il ne s'agira pas seulement d'enseigner l'anglais, mais il s'agira aussi d'enseigner en anglais
ou bien en français de l'autre côté, c'est-à-dire pour ceux qui ont une souche anglophone à l'origine. Il faut donc pratiquer ce trilinguisme-là avec toutes les langues comme des langues d'enseignement. Bien, maintenant, autre chose, je vais insister, c'est qu'il y aura une prise en charge automatique des enseignants du primaire, des instituteurs, dès leur sortie de leurs écoles normales, ce qui n'est pas fait depuis au moins 7 ans aujourd'hui. Il faut les prendre en charge. La dernière prise en charge, elle a été faite par la Banque mondiale. Le Cameroun dispose de 15 milliards chaque année pour embaucher 10 000 enseignants. Ça coûte exactement 15 milliards. Donc, c'est parfaitement possible. Bien, maintenant, au niveau du secondaire. Au niveau du secondaire, qu'est-ce que nous faisons? Ce que nous faisons, c'est que nous devons équilibrer, n'est-ce pas, les effectifs entre l'enseignement technique et l'enseignement professionnel. Parce que cela est dit comme slogan, cela est brandi tout le temps, mais cela n'est pas fait du tout. Il faudrait qu'on ait 50% de BEPC et 50% de CAP. 50% de bacs généraux et 50% de bacs techniques. Pour ce faire, il faut une infrastructure scolaire appropriée. C'est laquelle? C'est le lycée polyvalent. Nous avons envisagé de faire construire un lycée polyvalent dans chaque arrondissement, au coût de 700 millions. 700 millions, le lycée polyvalent. Alors, avec toutes les infrastructures qu'il faut, c'est-à-dire laboratoire, c'est-à-dire... Le volet supérieur, finissez là-dessus. Bien, alors, j'aimerais insister sur le secondaire, avec le lycée polyvalent. Ça nous permet d'organiser la flexibilité entre les deux ordres de l'enseignement. C'est-à-dire que comme nous voulons une moitié de personnes, une moitié d'élèves, au niveau du CAP et non au niveau du BEPC, nous allons organiser cette flexibilité. C'est-à-dire qu'on peut s'inscrire en 5e et passer plutôt en 3e année. Oui. Maintenant, au niveau du supérieur, qu'est-ce que nous allons faire? Nous voulons pour chaque université d'État, pour le moment il y en a 8, chacune des universités d'État doit avoir au moins une faculté de médecine et une école d'infirmiers, devrait avoir une faculté de génie civil, n'est-ce pas, pour pouvoir former les techniciens dont nous avons besoin, une école de commerce. Ces écoles-là devront obligatoirement être dans chacune des écoles normales, en plus des facultés que nous avons maintenant. Comme nous avons actuellement créé 4 ou 5 facultés de médecine, je crois qu'on devrait monter à 8, par exemple. Nous avons nous avons une faculté de génie industriel, elles devront aussi être portées à 8 pour pouvoir former les techniciens du supérieur dont notre système a besoin. Professeur Famé Ndongo, quand vous écoutez tout cela, je suis sûr que vous devez vous demander pourquoi est-ce que vous n'avez pas appliqué cela, ou bien vous dites simplement que c'est de l'utopie. Mais avant, je vous laisse sourire complètement. Dites-moi, pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes d'avancement des enseignants? Est-ce que c'est si compliqué de résoudre? Il y en a 9 actuellement, 9 facultés de médecine. Il y en a à Garoua, oui. Il y en a à Tchang, il y en a à Kumbo, il y en a à Kolondom, il y en a à Bangante, il y en a à Boya, il y en a à Bamenda. 9, on est déjà à 9. Vous êtes à 4, donc vous êtes en retard. Bon, maintenant je peux répondre à votre question. Je dis la question des avancements. Et pour le FGI, oui. Il y a déjà 3 écoles nationales supérieures polytechniques. Une à Maroua, une à Bamenda, une à Yaoundé. Et si nous ajoutons la faculté de génie industriel, ça fait donc 4. On est déjà en avance par rapport à... Répondez maintenant à ma question, les avancements. Alors, pourquoi les enseignants ne sont pas automatiquement avancés? Les enseignants ne sont pas automatiquement avancés, c'est tout simplement un problème de technique administrative dépendant de plusieurs facteurs. Bien entendu, le gouvernement de la République ne peut pas accepter que les étudiants sortent d'une grande école et ne soient pas rapidement, 1, intégrés, 2, avancer lorsque cela doit arriver. Cela fait partie des phénomènes que le chef de l'État lui-même a dû récuser quand il a notamment parlé de l'inertie. Donc, en fait, si tant est qu'il ne soit pas intégré rapidement ou qu'il n'avance pas rapidement, cela relève des dysfonctionnements administratifs que nous condamnons, que le président de la République condamne. Monsieur Famé Ndongo, maintenant dites-nous, comment est-ce que vous allez réorienter l'éducation en tenant compte quand même des problèmes posés par M. Ombiono tout à l'heure? Nous avons déjà réorienté l'éducation. Parce qu'on insiste sur le savoir-faire. Non. Donc vous voulez dire que les faits relevés par M. Ombiono tout à l'heure, vous n'avez rien tiré de cela? Attendez, le savoir-faire est complémentaire du savoir savant. Il y a d'abord le savoir savant, qui est le savoir fondamental, puis il y a le savoir-faire qui vient en complément du savoir savant. On fait comme si la philosophie actuelle de l'éducation, c'est la valorisation du savoir-faire. Non, c'est une complémentarité. Savoir savant, savoir théorique, savoir fondamental, oui. Et où se situe la différence? Est-ce que c'est sur l'approche fondamentale ou bien c'est ces expressions utilisées seulement qui font la différence? Parce que j'ai comme l'impression que vous dites deux choses différentes. Nous sommes au niveau de la complémentarité, voire de la parité.
on donne l'impression que le gouvernement privilégie les maçons, les plombiers, et ainsi de suite. Non, cela fait partie d'une problématique qui est axée sur la professionnalisation et donc l'employabilité. Mais on ne peut pas du tout négliger la fonction essentielle de l'école, à savoir la théorie, la preuve. Il est philosophe. Depuis cette année, la philo s'enseigne en seconde. Alors, on veut un humaniste, oui, voilà la formation humaniste, puisque dès la seconde, on enseigne déjà la philo. Nous tous ici, nous avons fait la philo en terminale. Ça veut dire que le président Paul Biya voudrait que l'étudiant qui est formé, l'élève qui est formé, soit un humaniste, un bâtisseur de civilisation, un créateur d'histoire, un inventeur, un créatif. Voilà la philosophie globale. Donc, nous ne sommes pas contre. Il y a un trinôme. Assurance qualité, professionnalisation, employabilité. Merci beaucoup, professeur Famé Ndongo. Merci à vous tous. On va changer un peu de cap et parler un peu de la santé parce qu'il faudrait quand même que... Vous ne pouvez pas permettre. Non, vous devez me laisser la possibilité de dire quelque chose. Parce que, on n'est pas en train de finir l'émission. Non, je voudrais dire que le professeur Famé Ndongo, monsieur le ministre, a parlé de philosophie. Je profite de cette occasion pour peut-être relever les incongruités qu'il y a dans cette introduction de la philosophie. Oui. On a introduit, je suis d'accord, oui, professeur, on a introduit la philosophie en seconde A. On ne l'a pas introduite dans toutes les secondes. Ça veut dire qu'il y en a qui ne la font pas. Et dès lors qu'on l'introduit en seconde, ce que nous demandons depuis de longues années, nous sommes bien contents que cela ait eu lieu. Dès lors, nous félicitons, professeur. Moi, je ne suis pas ici pour défendre un candidat. Je vous dis ce que nous ressentons en tant qu'enseignants. C'est vous qui relevez que je suis professeur de philosophie. Mais nous remarquons que dès qu'on a eu en idée d'introduire la philosophie en seconde pour 2 heures, on rabat le quota horaire des classes de terminale dans 2 ans. Donc, quand les produits de seconde vont atteindre la terminale, la philosophie va passer à 4 heures. Pourtant, on enseigne la mathématique depuis la maternelle. Mais un baccalauréat, continue à avoir ses 8 heures de mathématiques. Un baccalauréat D continue à avoir ses 8 heures de mathématiques en terminale. Ce qui veut dire que on accorde la plus petite part au savoir théorique et aux humanités, ce qui n'est pas une bonne chose. Et puis, le professeur... Nous sommes d'accord. On a rabattu, vous l'avez dit tout à l'heure. Vous êtes professeur de lettres. Vous l'avez dit tout à l'heure, on a introduit la philosophie, c'est une bonne chose, mais ça reste à améliorer. Il faut améliorer. Nous allons tout de suite prendre des nouvelles du terrain, parce que pendant que nous nous retrouvons chaque soir ici pour les débats thématiques, les candidats, eux, sont sur le terrain pour aller susciter le suffrage des électeurs. Suivons tout de suite le journal de campagne, un journal concocté par l'équipe de la rédaction et présenté par Paul de Singui. Bienvenue dans ce journal de campagne réalisé depuis la poste centrale de Yaoundé, ici au Cameroun. Première sortie dans cette campagne électorale pour le candidat du RDPC, Paul Biya. Le président sortant est allé à la rencontre des habitants du Diamaré dans la région de l'extrême nord. Les détails de ce meeting du candidat Paul Biya avec Nathalie Mo. Maroua, la capitale régionale de l'extrême nord, a été choisie par le président sortant Paul Biya pour la tenue de son premier meeting électoral ce 29 septembre. Dans cette région théâtre d'attaques terroristes, le candidat du RDPC a axé son message sur la sécurité en priorité. Le président Biya, reconnaissant de l'engagement de ses populations dans la lutte contre l'insécurité, a promis un retour à la sérénité dans la région. Face à un envahisseur barbare qui détruisait, brûlait, tuait, vous avez raison. Sur le plan économique, le candidat du RDPC a annoncé des projets dans les domaines de l'énergie, des mines, de l'agriculture et du tourisme. Il s'agit notamment de l'industrialisation à grande échelle de la culture du coton et du mil ou encore de la promotion de l'énergie solaire.
mes chers compatriotes de l'extrême nord, maintenant que la menace s'éloigne, une tâche exaltante se présente à nous dans le proche avenir. C'est ni plus ni moins que gagner ensemble la bataille du développement possible. Dès que la paix sera partout consolidée, il conviendra également de redonner au tourisme dans votre région une nouvelle chance. Nos parcs et nos réserves n'ont en effet rien perdu de leur attrait. Tout ceci nécessitera la construction d'infrastructures diverses qui font parfois encore défaut: routes, ponts, entrepôts, installations frigorifiques, etc. Et pourquoi ne pas le dire, est-il irréaliste de penser que d'ici peu, une ligne de chemin de fer reliera Ngaoundéré à N'Djamena via Kousséri? Pour l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, 1 170 000 électeurs sont attendus dans les bureaux de vote de la région de l'extrême nord Cameroun. Hakaire Mouna, le candidat du FPD à la présidentielle du 7 octobre prochain, souhaite renforcer les services de base au Cameroun s'il est élu président de la République. C'est le message qu'il a transmis aux habitants de Meyomé-Sala dans la région du Sud. Plus de précisions dans ce sujet dans notre envoyé spécial, Nathalie Moore. La campagne électorale de Maître Hakaire Mouna, le candidat du Front populaire pour le développement à Meyomé-Sala, avait des airs de soir au village. Maître Hakaire Mouna a choisi la langue boulou pour exprimer son engagement contre les injustices dont les populations de cette contrée se disent victimes. Il s'agit notamment de l'appauvrissement de la population dû, selon lui, aux abus de pouvoir des autorités en place. Je dis que là où les Camerounais souffrent une fois, vous souffrez deux fois. Parce que tout le monde, quand je vais là, on dit qu'ils ont tout. Voilà. Alors que vous n'avez rien. C'est ça même. Avant, c'était le tribalisme. Peut-être d'entre vous pouvez profiter. Ils sont dépassés ça. Maintenant, c'est le népotisme. Il a également relevé le problème d'accès à la terre dont les populations souffrent. Maître Hakaire Mouna a invité les habitants de Meyomé-Sala à l'accompagner dans la construction d'une nation juste et équitable, preuve d'un amour inconditionnel pour le Cameroun dans lequel il se projette. Je vous invite à m'accompagner dans cette République. C'est celle-là où tout le monde a égalité. La pauvreté va devenir une force parce que l'État vous doit plus. On n'est pas moins Camerounais parce qu'on est pauvre. Dans sa vision, le candidat Hakaire Mouna veut instaurer un climat social inclusif dans le pays. Il promet ainsi d'améliorer les services de base comme la santé, l'éducation ou encore l'accès aux sources d'énergie. Le candidat du PUR, Serge Espoir Matomba, place l'éducation au centre de son programme de société. S'il est élu au soir du 7 octobre prochain, il entend créer 2 nouveaux impôts. Objectif, financer sa réforme dans le secteur de l'éducation. Adidja Toubadaou. Imposer 2 types d'impôts pour financer l'éducation et créer 5 millions d'emplois sur une période de 5 ans, telles sont les promesses qui constituent le fil d'Ariane du volet social du programme électoral de Serge Espoir Matomba, le candidat du Parti du Peuple Uni pour la rénovation sociale. Je suis conscient que dans vos cœurs, vous voulez bien vivre dans ce pays. Je suis conscient que dans vos cœurs, vous voulez la route, l'électricité, l'eau, le travail dans ce pays. Je suis conscient que vous voulez la santé dans ce pays. Je suis conscient que les enfants doivent aller à l'école gratuitement. Le candidat du PURS promet d'accompagner les Camerounais à accéder à une véritable indépendance économique. Une indépendance qui, selon l'appréhension du candidat Serge Espoir Matomba, se traduit par le développement de tous les secteurs d'activité de la société. Après plus de 50 ans d'indépendance,
Nous méritons le développement. Le développement n'est pas un mot, mais ce sont des faits qu'on vit. C'est une réalité. Et je voudrais vous dire, vous avez jusqu'au 7 octobre. Serge Espoir Matomba, l'un des novices de la présidentielle 2018 au Cameroun, espère à travers son projet de société renverser la tendance au lendemain du 7 octobre 2018. Passe à présent à la série Portrait de candidat. Corinne Kamse nous dresse le portrait du candidat Maurice Kamto. Il se présente pour la première fois à une élection présidentielle au Cameroun. À 64 ans, Maurice Kamto, candidat du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, aspire à la magistrature suprême. Cet originaire de la région de l'Ouest est professeur agrégé en droit et membre de la Commission de droit international des Nations Unies. Il fonde son mouvement politique en 2012 après avoir démissionné de son poste de ministre délégué à la justice. Pour son premier challenge électoral, le candidat Kamto se positionne sur des questions sensibles comme la gestion de la fortune publique en relation avec l'article 66 de la Constitution. J'ai dit, si les Camerounais, comme ils nous le promettent, nous portent aux affaires, ce sera le premier texte que je vais signer parce que je vais l'appliquer à moi-même. Parce que je veux déclarer le bien et avoir avant d'entrer en exercice. Il faut que l'on cesse de transformer notre pays en un pays de pillage, cependant que nos populations n'ont pas l'eau potable. Son programme décliné en 5 chantiers vise une modernisation des domaines politiques, économiques, sociaux, culturels et diplomatiques. Il projette la limitation à 2 du nombre des mandats présidentiels et un scrutin à 2 tours. Sur la forme de l'État remis en cause dans un contexte de crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le candidat Kamto prend position. Ma préférence personnelle, c'est le régionalisme, avec des compétences spéciales ou un statut spécial pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, pour prendre en compte leurs spécificités. Mais si les Camerounais, à l'issue d'un dialogue dont nous soumettrons les résultats au référendum, décident que c'est la forme fédérale de l'État qui leur convient, alors nous nous inclinerons en démocrate. À quelques jours du scrutin, le candidat du MRC multiplie les meetings pour convaincre les électeurs. Il est annoncé dans la ville de Yaoundé ce 30 septembre. C'est la fin de ce journal de campagne réalisé depuis la poste centrale de Yaoundé, ici au Cameroun. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Africa 24.